On repart donc. France Travail, RSA. Finalement, le gouvernement modifie sa position sur le RSA. Les 15 innovateurs ne seront pas dans la loi, dit Olivier Dussopt. Néanmoins, il y aura. Alors ça, c'est des précisions qui ont été d'ailleurs apportées sur Bismart par Thibaut Guilluy, le haut commissaire à l'emploi. Il va y avoir. Alors, Guilluy dit il faut entre 2,3 et 2,7 milliards d'euros sur 3 ans pour renforcer l'accompagnement des allocataires du RSA, sachant que, et là tout le monde est à peu près d'accord, le système est fortement défaillant. Là aussi, on va peut-être revoir ce que je vous avais déjà projeté comme image, c'est-à-dire le nombre d'allocataires. Alors c'est pas super clair et puis je ne l'ai pas là devant moi, mais est-ce que j'ai les proportions là? Disons qu'on a une proportion quand même très très importante d'allocataires. Voilà, 40%, ah non, ça c'est sur les contrats jeunes. On a une proportion de toute façon très très importante d'allocataires du RSA. Voilà, c'est ça. Un tiers supérieur à 2 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, le chiffre que j'avais lu, c'est que 7 ans après leur inscription au RSA, il y en a 47% qui sont toujours au RSA. Voilà. Donc ça, c'est les chiffres de la Cour des comptes. On en avait discuté ensemble, Jérôme. Hein, ouais. Alors, et toi, tu étais assez favorable à ces 15 amateurs. Oui, j'étais assez favorable. Alors, je déplorerais un abandon total, mais je crois que ce n'est pas un abandon total. Non. On n'inscrit pas dans la loi. Et c'est un accompagnement. Exactement. Ce que propose le ministre, c'est qu'il y ait une négociation au cas par cas. Alors, on va signer un contrat avec les allocataires. Un contrat avec les allocataires. Alors, la négociation au cas par cas veut potentiellement dire que ça dépend aussi de la personne qui s'occupe de votre dossier. Il y en a qui vont être durs, il y en a qui vont être plutôt souples, qui voudront acheter une forme de paix sociale en ne demandant rien en retour, etc. Donc c'est un peu ce qui est dommage, je dirais, c'est que quand c'est pas inscrit dans la loi, il y a un pouvoir discrétionnaire des agents qui n'est pas toujours en leur faveur, parce qu'il y en a qui, je pense, font un métier où parfois ils ont un peu peur d'annoncer des décisions qu'ils prendraient face à des gens qui peuvent devenir violents, etc. Donc voilà. Bon, mais c'est dans le chiffre que tu as donné, où il faudrait quand même plusieurs milliards d'euros sur la table. C'est pas moi, c'est le chiffre de Guilluy. Oui, mais ce que je veux dire, je n'ai pas regardé ce chiffre. Est-ce qu'il prend actuellement le cas des non-recours qui, de facto, maintenant, vont le percevoir? Il y a quand même 34% de non-recours de RSA. Alors, de facto, vont le percevoir. On va voir. Il y a des expérimentations qui sont lancées sur le non-recours. C'est le projet de Macron. C'est le projet de Macron, tout à fait. Son programme présidentiel, absolument, qui est de dire les aides sociales maintenant seront versées automatiquement. Absolument. Donc ça renchérirait encore plus, je pense, le coût tout à fait. De l'encadrement. Il faut voir. Non, il faut quand même avoir un chiffre en tête. Et là aussi, c'est Guilluy qui le dit. Hein. Alors, allez voir cette interview si ça vous intéresse. C'est avec Arnaud Ardouin. C'est très très intéressant. Il dit aujourd'hui, c'est quand même 3 contacts par an, dont un mail. Oui. Avec un allocataire du RSA. C'est-à-dire, t'envoies un mail au mec. C'est un suivi au minima. C'est un suivi au minima. Pourquoi? Parce que chaque conseiller s'occupe de plus de 90 personnes. Mais qu'est-ce que tu... Enfin, modélise ça dans du temps de travail basique, 90 personnes à suivre. Enfin, c'est quelque chose d'impossible. L'équivalent en Allemagne, c'est 38 personnes par conseiller. Donc, c'est pour faire baisser, c'est pour embaucher du monde, pour essayer de faire baisser ce chiffre de conseillers suivis et essayer de rendre le truc plus efficace. Oui. Clément? Je crois qu'il y a 2 débats assez différents. Il y a le débat sur est-ce que dans notre société, on doit garantir un revenu minimum à quelqu'un, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. C'est une question de justice, voilà, ça c'est un débat juste de justice, presque philosophique, j'ai envie de dire. Et puis il y a la deuxième chose. Et ta réponse c'est quoi? C'est ta réponse qui m'intéresse. Que tu poses les questions c'est bien, mais ta réponse? Ma réponse c'est oui. Oui, moi je crois aussi. Voilà, je crois que c'est difficilement entendable aujourd'hui d'avoir un système où il n'y aurait rien du tout. Mais ça renvoie d'ailleurs au débat aussi sur le revenu universel. Voilà, c'est un débat un peu plus large. Et puis il y a le deuxième aspect, c'est la réinsertion. Si on le conçoit comme un dispositif qui n'est pas seulement ça, ce qui était un peu le RMI, mais plus un dispositif censé réinsérer, et bien comment on met des incitations pour que la personne qui a ce minimum, qui n'est pas si bas que cela... Hein, 600 euros? Non, mais justement, j'avais fait ma phrase, qui n'est pas si bas que cela dès que la personne est en couple ou avec des enfants. Oui, en couple, c'est pas loin de 1 000 euros. Avec un enfant, c'est 1 250 euros. Bon, c'est quand même pas négligeable, objectivement. Est-ce qu'on peut accompagner ça d'incitations suffisantes, sachant que, si on le conçoit comme un minimum aussi, les incitations ne peuvent pas aller vers la suppression de l'indemnité. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du RSA qui peut être supprimé, etc. C'est un abus de langage. Hein. Il est reporté, le RSA. Hein, c'est une suspension de versement de droits pendant X mois, 2 ou 3 mois, j'ai un doute. Donc la personne, une fois qu'elle elle remplit à nouveau les conditions, ça ne supprime pas son allocation. Donc c'est à mon avis, c'est 2 débats différents. Et quand même, dans la théorie économique,
peut-être un peu curieusement, il y avait plutôt un aspect défavorable sur les heures, on va dire, complémentaires, qui pouvaient être demandées aux c'est même. Et je me rappelle de mon collègue Pierre Cahuc, avec qui Pierre Cahuc écrit, c'est un des rares sujets où je peux discuter avec Thomas Piketty, si tu veux. C'est un des rares sujets où l'ensemble des spécialistes du travail sont d'accord. Oui, bien sûr. Et Pierre Cahuc, par exemple, collègue de Sciences Po, effectivement, on ne peut pas l'accuser d'être gauchiste. Non, parce qu'on peut sur les questions de marché du travail. On ne peut pas. Et il était effectivement assez défavorable à cette idée-là. Totalement. Donc on va dire la théorie standard est plutôt défavorable, si Cahuc est défavorable. Et après, je pense que moi, je suis plutôt favorable à titre personnel, mais sans être économiste du travail. Mais je pense que c'est plutôt une question philosophique, en fait. Dans un débat national... Cahuc dit en fait, très simplement, il dit c'est inefficace. Oui, c'est une mauvaise utilisation de l'argent public parce que les tâches qu'on va forcer ces gens-là à faire ne vont rien produire. Ça va être non productif. Donc, c'est de l'argent qui ne sert qu'à punir. Voilà. Et de l'argent qui sert à punir, c'est pas de l'argent efficacement dépensé. Et là où je pense qu'on sera peut-être plutôt d'accord, c'est que quand on est plutôt favorable à ce type de mesures, si c'est 15h, 20h, 10h, c'est plutôt une question de débat sur l'assistanat et cette idée qu'on ne peut pas percevoir d'argent public au bout d'un certain temps, c'est pas ceux qui le perçoivent 6 mois, au bout de 6 ans, 7 ans, etc., sans essayer de contribuer un petit peu à la collectivité. Et à mon avis, c'est pas une question d'efficacité économique. Moi, je pense effectivement que c'est inefficace aussi de ce point de vue-là. C'est une question de solidarité nationale, mais qui est à double sens. Moi, je pense pas qu'on puisse aujourd'hui faire face au discours sans arrêt qui insiste sur le fait qu'il y a de l'assistanat, que les classes moyennes se sentent délaissées, etc., sans un jour poser la question des contreparties qu'on peut fournir en percevant des minima sociaux pendant des années, encore une fois. Mais donc, pas celui qui perçoit la SS ou le RSA. Tu fais de la politique et pas de l'économie. Là, pour le coup, je pense que politiquement, c'est important qu'il y ait une contrepartie. Mais c'est le même débat. C'est ce que disait Jérôme. Oui, c'est le même débat vous étiez d'accord là-dessus. C'est le même débat sur le service militaire, sur le service civique, etc. C'est pas forcément. Non mais. Si tu veux rétablir le service militaire, là, on va discuter. Là. C'est qu'une des raisons pour lesquelles ça avait été suspendu, pas supprimé, suspendu, c'est que c'était pas efficace, que l'armée de métier, c'est l'avenir de l'armée, et qu'en plus ça coûtait affreusement cher d'avoir 600 000, 700 000, 800 000 jeunes chaque année. Bon. Et après, il y a la question de dire, quel que soit le coût ou l'efficacité, est-ce que pour la nation avec un grand N, il faut le faire ou pas? Et je crois qu'il y a un peu ce même débat, mais sur la question de l'assistanat, sur le RSA et les heures complémentaires. Erwan ? Il y a plusieurs... Attention, je ne dis pas qu'il faut faire un service militaire pour le RSA, je n'ai pas dit ça. Très exactement, parce que j'étais concerné. Jacques Chirac l'a supprimé. Sa première motivation, c'est les inégalités. Non, le service militaire. Oui, suspendu. Supprimé. Ah non, il peut être remis facilement. Bref, c'était les inégalités. Entre les classes favorisées qui partaient en coopération et les classes défavorisées qui se retrouvaient à balayer la cour à Mourmelon et à faire des tours. Il y a beaucoup de dispenses. Voilà. Oui, Erwan. Il y a plusieurs choses dans ce débat-là. Premièrement, sur le côté effectivement accompagnement du RSA, moi je voyais pas ça comme une contrepartie, un discours, il y a l'assistanat dans la première mouture que c'était fait. D'ailleurs c'est marrant parce que ce qui était dit, c'était 15 à 20 heures d'activité qui étaient données derrière. Avec effectivement, notamment dans les propos du haut-commissaire, qui était de dire l'activité peut se faire aussi en milieu associatif. Et donc du coup ça a été détourné en disant, en gros on va embaucher des standardistes à 400 € par mois, je caricature mais c'est ce qui a été dit. Moi ce que je trouvais intéressant, c'est que du coup c'était quelque part une double allocation, le côté activité. Pourquoi ? Tu as plus d'un tiers, on va dire, ça c'est les travaux du CNAM, qui estiment qu'un tiers des personnes au RSA sont inemployables en l'état. Tu as 2 tiers des personnes au RSA qui sont employables sous 6 mois à certaines conditions. Parce qu'il faut savoir que les profils des personnes au RSA sont des personnes qui sont sous-qualifiées. Donc du coup, les personnes sous-qualifiées ont un taux de chômage 6 fois supérieur à ceux qualifiés en France. Le problème, c'est que tu as une érosion, ça c'est les travaux de Stéphane Carcio, tu as une érosion des compétences dites tacites qui se fait au bout de 6 mois d'inactivité. Et donc, du coup, quand tu es depuis 2-3 ans, effectivement, au RSA, tu es chez toi, à plus pouvoir travailler, tu sais plus mettre les pieds dans une entreprise. Te ramener vers le travail, c'est ça. L'activité, c'est quoi ? C'est des fois le tissu associatif. Il y a quelques expérimentations qui ont été faites. Territoire zéro chômeur longue durée en est une, justement dans des entreprises à but d'emploi ou dans certaines associations. Et on remarquait que même le fait d'arbitrer un match le dimanche matin de poussin au football, ça te permettait de reprendre confiance en toi, de retisser un lien social. Et donc, du coup, ça te redonnait goût, en fait, à l'activité. Tu as quelques
l'expérimentation. Donc, Ok, Erwan, mais Attends, laisse-moi terminer. Là-dessus, tu as le rapport Bouba-Olga d'Olivier Bouba-Olga, économiste à la région Nouvelle-Aquitaine, qui fait justement qui fait le bilan de l'expérimentation de territoires zéro chômeur, qui cite d'autres projets qui ont notamment été faits au Danemark, en Norvège, en Suède, encore eux, et qui justement montrent que des fois, le fait de réinsérer ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi, pas dans la formation, juste dans un tissu social, tu as ce premier sas, ensuite tu mets dans un tissu économique et après dans une entreprise dite classique, c'est le parcours pour justement leur permettre de se réinsérer directement. C'est sûr que si jamais tu conditionnes, tu dis le RSA, si jamais vous ne faites pas 15 heures, vous l'avez plus, ça ne marchera pas. Mais si jamais tu dis, moi je vais m'appuyer sur les 2,4 millions d'associations qu'il y a aujourd'hui en France, à côté de chez vous, pour essayer d'identifier les 2 tiers des profils qui peuvent dans l'année justement revenir en emploi. Et donc du coup, c'est un accompagnement non monétaire qui est complémentaire de l'accompagnement monétaire. Je pense que là, du coup, tu peux arriver à faire quelque chose. Mais pour ça, il faut du coup, et c'est le but de France Travail, mettre en réseau toutes les forces vives sur le territoire. voilà, c'est le but de France Travail. Chiffre de l'IGAS sur le contrat d'engagement jeune. Donc là, c'est les fameux 15 heures aussi, contrat d'engagement jeune, en échange de je ne sais plus combien. 40% des bénéficiaires n'atteignent pas les 15 heures exigées et 20% sont même en dessous de 5 heures. Parce que les choses sont ainsi faites, parce que la loi des grands nombres, quand même, s'impose, heureusement, au contrôle que peut apporter l'administration. France Travail, Il y avait 300 000 bénéficiaires par an. Ouais. Il y a toujours, d'ailleurs. Il y a toujours, mais c'est un processus qui est assez récent. C'est pas remis en cause par l'IGAS, c'est juste. Je trouve que ce qui vient d'être dit est assez éclairant parce que, en fait, je suis d'accord avec tout le monde. J'explique. Je suis d'accord avec Pierre Cahuc quand il nous parle d'économie. Les arguments qu'il avance, ils sont bons. Je suis d'accord avec Clément quand il nous parle d'arguments sociétaux et avec Erwan quand il nous parle d'arguments psychologiques, c'est-à-dire qu'il y a tout ça. Donc l'argument des économistes, c'est de dire attention, les gens qui ne sont pas en emploi, il faut leur laisser la liberté d'essayer d'en trouver un et leur imposer des contraintes horaires, c'est inefficace, ça va entraver leur recherche d'emploi. Mais ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire les gens qui sont au RSA depuis un certain temps, tu projetais ce camembert où on voit qu'il y a une forte proportion de gens qui y sont depuis plus de 5 ans. Ils ne sont pas en recherche active d'emploi, ils ne seraient pas au RSA sinon. Donc ces gens-là, ils ont une souffrance psychologique. Et moi, je serais curieux de voir, peut-être qu'il y en a, des études faites par des psychologues qui nous prouvent que ces mesures d'insertion professionnelle, comme tu dis, tout simplement aller arbitrer un match de foot le dimanche matin, c'est quelque chose d'aussi bête que ça, mais qui peut aussi nous éloigner de l'alcoolisme, d'une vision de nous-mêmes qui est trop dégradée, etc. Donc j'aimerais avoir des études, si tu veux, multifactorielles et qui feraient le pour et le contre de tout ça. Bien. Pacte de la vie au travail, sinon, France Travail, effectivement, c'est on tient compte des erreurs qui ont été faites au moment de la fusion de la NPE et de l'UNEDIC. Oui. Et donc là, c'est certainement pas une fusion, là-dessus. C'est une mise en concurrence. Les gars de France Travail. C'est c'est pas une mise en concurrence, c'est une mise en commun des moyens, mais ils vont certainement pas chercher à fusionner l'ensemble des systèmes. Encore des contrats d'engagement jeunes. Non, je parlais. Le disait qu'il y avait une mise en concurrence de Pôle Emploi et des mesures locales et que ça c'était pas bon. Ouais. Non, je parlais de France Travail. Je parlais de France Travail. Et puis de toute façon, il y a des missions qui sont complètement complémentaires. Et je veux dire, par exemple, Pôle Emploi actuellement, qui a en charge, notamment dans ces 2 missions, toute l'indemnisation pour le compte de l'UNEDIC, justement, avec la fusion NPE-ACEDIC. C'est pas de toute façon l'idée de fusionner quoi que ce soit avec la partie indemnisation. Et peut-être pour la partie conseil, effectivement, la partie conseil qui est l'ex-ANPE, il y a peut-être plus de points communs, effectivement, avec l'ensemble des acteurs régionaux, locaux, etc. C'est sûr. Tu sais que je l'ai vécu il y a maintenant 4 ans. Enfin, je l'ai vécu, certainement pas un drame. C'est un choix. Et puis c'est un sujet dont j'avais beaucoup parlé au moment de la création de Bismart. La réforme de l'assurance chômage est ainsi faite qu'aujourd'hui c'est plus possible, mais Pôle emploi était le premier financeur d'entreprises en France aujourd'hui et de jeunes entreprises en France. Et donc j'en avais bénéficié. Mais j'avais pu, comme tout allait bien évidemment, discuter au fond des choses avec celle qui était ma conseillère, parce que j'étais inscrit à Pôle emploi, j'y allais, j'avais une conseillère. Et elle me disait, mais vous savez, c'est quoi, c'était Sarkozy, donc 15 ans après la fusion, c'était il y a combien de temps la fusion? Oui, la fusion. Ouais, voilà, c'est ça. Je me disais, mais vous savez, il y a encore toujours, moi je suis
vraiment, je peux discuter avec vous d'orientation, etc. Mais alors, en ce qui concerne l'indemnisation, mais je suis complètement nul. Ah, c'est des métiers très très différents. Et complètement différents. C'est Et donc, en fait, c'est vraiment une fusion au sommet, mais à l'intérieur, vous avez des conseillers très forts en indemnisation et qui vont aider. Alors, dans ma situation, j'aurais préféré d'ailleurs avoir quelqu'un de très fort en indemnisation, parce que je savais à peu près où je voulais aller. En revanche, sur l'ACRE et sur tous ces dispositifs, bon, c'est pas très compliqué, hein, ça va. Qui change régulièrement. Et qui change régulièrement. Bon, mais peu importe. Mais pour dire que voilà, c'est pas si simple, quoi. Ce sont des expertises. C'est des équipes différentes. Mais bien sûr. J'ai la chance d'avoir une mère qui travaille à Pôle Emploi depuis. Ah bah des alors, années. bah voilà. Et alors, elle est spécialiste indemnisation ou elle est spécialiste Conseil. orientation? Conseil. Orientation. Ouais, c'est ça. Et justement, donc elle venait de la NPE et effectivement, c'est des équipes qui sont complètement séparées. Puis elle m'a toujours dit, on ne peut pas être dans les deux. Donc ils ont abandonné ce projet au bout de quelques années parce que il n'y a en indemnisation que des cas particuliers. Ouais. C'est-à-dire que chaque personne a un cas particulier et même quand les équipes d'indemnisation travaillent entre elles, elles ne tombent jamais pile sur le même montant parce que, encore une fois, quelqu'un qui a été interrompu 4 mois puis qui a repris 6 mois et puis qui a des primes, il y a certaines primes qu'on n'inclut pas. Comment est-ce qu'on prend en compte la partie des primes? De toute façon, il n'y a que des cas particuliers, donc c'est un vrai métier de technicien, un peu austère, même le calcul d'indemnisation. Et aujourd'hui, c'est vraiment des équipes différentes, même si tous les conseillers ont quand même une formation minimale sur l'indemnisation. Il nous reste à voir, mais on aura fait les 4, bravo les gars. Industrie, protectionnisme, subvention. Là aussi, je vais aller très très large. Vous demander un petit peu... Ah oui, j'avais bien aimé le titre des Échos. Après donc l'aide de 2,9 milliards pour la nouvelle usine de semi-conducteurs de ST Micro, après l'épidémie des giga-usines, voilà l'épidémie des méga-subventions. Pas mal le titre. Ouais, c'était pas mal. Hein. Non, c'était pas mal. Bon, votre sentiment là-dessus? Je ne le vois pas comme une épidémie. C'est-à-dire, je pense que ce n'est pas néfaste, mais plutôt bénéfique. Ouais. Oui, il y a des enjeux géopolitiques déjà. La Chine, l'Asie financent massivement, l'Amérique du Nord finance massivement, l'Europe s'y met. L'enjeu de l'exécutif européen, c'est de réussir à produire 20% des puces dans le monde d'ici à 2030. Et c'est vrai que c'est là qu'il va y avoir une bataille sur ce niveau-là. La Commission européenne, bien sûr, énonce des exceptions, mais parce que là, ce n'est pas une concurrence entre États membres, ces subventions, c'est l'Europe contre le reste du monde, quelque part. Voilà, moi, personnellement, je suis pour. Et ça ne peut se faire qu'à coup de subvention. Oui, puisque les autres, les concurrents, soit installés aux États-Unis ou en Asie, sont largement subventionnés, on ne peut pas faire autrement. Ouais. Quelque part, c'est ça qui est tragique. C'est que, comme toi, moi je suis un partisan du libre-échange, peut-être pas au point de Jean-Marc Daniel, mais enfin pas loin. Et d'une certaine manière, à partir du moment où... Jean-Marc Daniel est le maître étalon. Voilà, c'est ça. C'est une échelle. De 1 à Jean-Marc Daniel, de quel niveau vous êtes. Mais dès qu'il y en a un qui commence, c'est le fameux équilibre de Nash qu'on étudie toujours en microéconomie, en théorie des jeux. On ne peut pas ne pas répondre au bout d'un moment sur la question du protectionnisme et des subventions. Et donc, attends, ça m'intéresse cette théorie des jeux, parce que c'est une phrase de... je ne l'ai pas là, mais c'est une phrase de Bruno Le Maire que je traîne depuis un bon moment. Donc c'est ça, c'est-à-dire Bruno Le Maire dit « Ah oui, je voulais valider ça avec vous. Dans la théorie des jeux, celui qui respecte les règles jusqu'au bout est toujours celui qui perd. » Quand c'est un jeu non coopératif, oui, ça c'est sûr, effectivement. Voilà. Si on coopère mais que les autres ne coopèrent pas, on peut pas avoir ce qu'on dit chez nous, une équipe de Nash qui correspond à un optimum de Pareto. Ça, c'est pas possible. C'est des données très particulières, mais c'est en général pas le cas. Ouais. Non, l'optimum. Vas-y, continue parce que je t'ai coupé la parole. Donc non, ce qui est triste et tragique, c'est qu'on collectivement, on peut avoir maintenant un peu de recul, même sur toutes les théories du commerce international, y compris les plus récentes, pour dire que globalement, le libre-échange est quand même bien plus favorable que le protectionnisme, et que le protectionnisme massif, et que même si les subventions génèrent moins de pertes que les droits de douane, il y a pas mal de travaux là-dessus, c'est quand même pas optimal. Cela étant, quand les subventions sont aussi massives des quatre coins du monde, on ne peut pas faire comme si on était les seuls à avoir une adhésion totale au libre-échange. Et donc, de manière d'ailleurs assez conforme aux règles de l'OMC, on peut répondre par un certain nombre de mesures de rétorsion, y compris d'ailleurs en matière douanière. Et moi, donc, je suis à titre personnel assez favorable à cette nouvelle forme de protectionnisme, mais uniquement dans le cas très précis qui est cité ici. Ouais. Il ne s'agit pas de remettre des droits de douane parfaitement désuets
sur toute notre industrie. Puis tu disais tout à l'heure, la taxe européenne aux frontières, etc. Oui. Le mécanisme d'ajustement aux frontières, Oui. pour que ce ne soit pas justement protectionniste, effectivement, certains diraient c'est du protectionnisme déguisé, mais on est en accord avec l'OMC. De ce point de vue, on a le droit de mettre un mécanisme d'ajustement aux frontières. Mais je vais vous donner qui fait que les compenser chiffres. les écarts. Le grand truc quand même, Clément, ce qui est sans doute le plus important du discours de Macron, alors c'était pas sur cette usine d'STMicro, c'était l'usine de batterie dans le Nord, c'est quand même qui dit faisons un bras d'honneur à l'OMC, qui de toute façon n'existe plus. Les juges américains que Trump n'avait pas voulu nommer n'ont pas été nommés par Biden, et donc de toute façon il n'y en a plus. Le tribunal arbitral de l'OMC ne peut plus se réunir parce que voilà, il manque du monde, parce que les Américains ne participent plus à l'histoire. Et Macron a quand même eu l'air de dire que c'était peut-être un peu pareil pour les règles européennes. Donc c'est là où on va, je pense qu'il veut aller tester la limite un petit peu. Oui. Alors ce qui n'est pas le cas pour STMicro, puisque là c'est effectivement dans le cadre d'accords européens qui assouplissent les règles en matière de subvention pour les semi-conducteurs, c'est moins vrai pour les batteries. Mais là, si c'est contre les règles européennes, là ça devient quand même un petit peu dangereux. Ouais. Parce qu'on est quand même une union fondée sur le libre-échange, historiquement et actuellement. La doctrine européenne, c'est de faciliter la concurrence au sein du marché européen. Ouais. Là, on parle de subventions qui permettra à l'Europe de contrecarrer la concurrence extra-européenne. Donc, ce n'est pas la même philosophie. Et puis, pour l'OMC, une chose de très simple, c'est que la tendance est à la démondialisation de l'économie. Donc l'OMC n'a quasiment presque plus raison d'être, j'ai envie de dire, dans cette nouvelle tendance, qui je pense qu'on ne poursuivra pas bien longtemps. Alors après, ça me fait sortir ma boule de cristal et je peux bien sûr me tromper, mais il y a une lutte aujourd'hui, il y a une concurrence internationale pour le rapatriement des usines. Très bien, ça aura un coût. Je l'ai déjà dit ici, lorsque vous achèterez votre vélo fabriqué 100% français, il vous coûtera un mois de salaire. Ce ne sera pas la même. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a même plus la notion de. Non, mais ça, Erwan, c'est des vélos des champions comme toi qui coûtent un mois de salaire. Non, pas du tout. Nous, on va chez Decathlon, nous, tu sais, ça va. Non, t'as des vélos qui sont faits 100% français. C'était Simoncini qui avait lancé ça. Ouais. Dans les usines Seb d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est pas 100% français. Mais non, il a du Shimano comme tout le monde, tu vois. C'est pas français. Voilà. Et les batteries sont pas françaises. Après, rien ne sera 100% français. Ça n'a pas de sens. Après, t'as rien de mieux que Shimano aussi en termes de groupe. Ça, c'est un autre sujet. Ce qui me manque, c'est que la notion de nationalité n'est pas du tout adaptée. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'un prisme de la souveraineté et de presque du protectionnisme qui était post-Covid à se dire il faut qu'on développe nos champions nationaux à il faut qu'on ait de la disponibilité nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les subventions qu'on fait ne sont pas du tout sur des entreprises françaises. On est prêt justement à subventionner des entreprises étrangères à condition qu'on ait la disponibilité des puces chez nous. T'as raison. C'est ce que font les Américains. C'est ce que font les Américains. Mais c'est quand même un changement de paradigme énorme qu'on a eu en l'espace de quelques mois. C'est vrai. On voulait nos champions nationaux ou européens. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est les puces chez nous. Oui. Et je pense qu'il y a un... Alors, en l'occurrence, pour les batteries, ACC, c'est co-entreprise Daimler, Total, Stellantis. C'est pour ça que je te parle des puces. On est chez nous, là. C'est pour ça que je te parle des puces. Parce que les puces, en plus, tu as quand même un enjeu géopolitique, mais je ne me lancerai pas dessus, qui est quand est-ce que la Chine envahira Taïwan et quand est-ce que le monde entier sera autosuffisant en puces pour justement ne pas regarder quand la Chine envahira Taïwan. Ça, c'est un autre débat. La question qu'on a justement par rapport à ce paradigme-là, c'est moi, les travaux de Raoul Prebisch, un économiste argentin que je trouve absolument fantastique dessus, qui sont de dire, en fait, la vraie souveraineté, c'est pas justement d'être autosuffisant, c'est de pouvoir justement choisir ses propres dépendances. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que je pense qu'on a été traumatisé et collectivement par la diplomatie du paracétamol qu'on a eu au mois d'avril 2020, quand l'Inde ferme tout et rouvre tout un mois plus tard, quand les États-Unis disent si vous faites ça, vous n'avez plus d'armes. Si vous n'ouvrez pas au monde entier. Et donc, du coup, on s'est dit, en fait, il ne faut pas qu'on puisse fabriquer tout de la cafetière au vélo en passant au réacteur nucléaire, mais il faut qu'on soit extrêmement autosuffisant sur des produits dont la disponibilité doit être immédiate, en cas justement de fermeture de certaines chaînes de valeur asiatiques. Et surtout, il faut qu'on ait des moyens de s'hyper spécialiser sur certaines technologies pour pouvoir justement faire du chantage à d'autres. Et en ça, justement, on a abandonné complètement la notion de nationalité de ces entreprises-là. Et je trouve ça assez fascinant, en fait. Vous n'êtes pas d'accord sur l'économiste argentin? Non, mais parce qu'il m'a cité Prebisch, oui, écoute. néo-marxiste. Mais qui disait des trucs sympas quand même. Il disait de temps en temps, 1 sur 100 trucs qu'on pouvait entendre. Alors, les vieilles théories du développement de Prebisch. Je suis contraint de temps en temps à les enseigner à mes étudiants, mais
Pitié, voilà. On ne passera pas plus de 10 minutes sur cette partie du cours. Et là, il y a des choses intéressantes sur la réciprocité des échanges et des dépendances. Même une Bon, enfin, c'est vieux comme Ricardo, ça, quand même. Et bien sûr. On est d'accord. Enfin, en l'occurrence, on réinvente pas grand-chose, là. Enfin, tout est écrit depuis qu'il y a des hommes et depuis qu'ils pensent. Oui, oui, sauf que l'époque de Ricardo, il n'y avait pas cette idée que tu pouvais importer de la compétence sur ton territoire et du coup, ça fait le lien avec ce qu'on disait avant sur la dette, sur le logement, etc. C'est donc du coup la nécessité maintenant, c'est d'avoir un cadre d'attractivité qui soit excellent pour ce genre de compétences-là. C'est ça. Et plus du coup d'avoir un cadre d'attractivité pour créer, développer nos propres entreprises. Et ça change aussi la politique publique et la politique d'aménagement du territoire. On va voir notamment la politique du logement qui va se dérouler dans le Nord-Pas-de-Calais dans les prochaines années. Très intéressant. Je pense que les maires bâtisseurs les maires n'auront pas le choix d'être bâtisseurs parce que là, ils vont avoir les préfets et les présidents de région qui vont leur tordre le bras en leur disant les cocos, c'est l'avenir quelque part de économique de la région qui se joue là. Exactement. Et Elisabeth Borne en a parlé. C'est la première fois d'ailleurs que j'entends ça. Ça m'a moi aussi beaucoup intéressé, où elle a dit qu'il fallait prévoir les logements à côté des usines. Et pas n'importe quel type de logement. Oui, alors donc les chiffres de Rexecode, on va juste finir là-dessus parce qu'on est au bout. Mais effectivement, donc ils ont désossé la taxe d'aménagement aux frontières, c'est quoi le terme exact ? Le mécanisme d'ajustement aux frontières. 1,2% de nos importations en valeur, il va toucher. À peu près 7 milliards de nos 175 milliards d'importations. Tout ça pour ça. Mais en face, tu as la perte des crédits carbone gratuits. Et donc, tu as un acier produit en France qui va augmenter de 20%. Et en gros, d'une manière générale, l'UE va récupérer à peu près 2 milliards d'euros donc, de cet ajustement aux frontières, mais faire peser une charge supplémentaire de 45 milliards d'euros sur ces industriels. Voilà, on va dire qu'en termes de politique publique, pour favoriser la compétitivité, on a peut-être fait mieux. Au moins, c'est pas protectionniste, là. Au moins, c'est pas protectionniste, oui, voilà, c'est ça. Si en plus, oui. Merci, chers amis. Plaisir. Merci Stéphane. Merci pour tout ça. Mais Denis Ferrand viendra nous voir la semaine prochaine, de toute façon, de Rexecode. Donc, on pourra parler de tout cela très, très largement. Demain, évidemment, vous avez rendez-vous avec Aurélie Planex. Et nous, donc, on se retrouve lundi pour de nouveaux débats.